Est couvert de terre, alors que ça ne justifie pas du tout. Mais c'est parce que on a tourné ça en raccord et qu'il a dit mais ça fait rien, on va mettre de la terre, on va mettre. Quand l'autre commençait à faire des trucs, alors là il allait toujours trop fort. Alors on a mis de la terre pour que la terre, qu'il y ait des choses qui bougent, alors que c'est complètement faux. Et quand je le vois, à chaque fois ça m'embête. Et il y avait des choses qui étaient faites par le cascadeur, bien sûr, et puis d'autres qui étaient faites par Piccoli. Parce qu'il aimait bien, Piccoli, faire les choses. Ça, c'est sûrement lui. Et non seulement c'est Piccoli qui conduit, mais comme je vous disais, c'est lui qui provoque l'explosion, puisqu'on a mis des petits détonateurs, des petites charges tout autour du caoutchouc entourant le pare-brise. Il a une manette sous le volant et il conduit, il percute la bétaillère, et au moment où il percute la bétaillère, il appuie en même temps, de façon à ce que le pare-brise explose juste au moment du choc. Alors que peut-être tout aurait pu se démolir dans la carrosserie, sauf le pare-brise qui aurait, par miracle, et pour embêter tout le monde, tenu le coup. Et puis à chaque fois, il fallait faire preuve, il fallait trouver une idée, quoi, comme une guêpe ou une mouche à un moment donné qui est sur une chaussure, comme ça. Alors on avait mis un petit fil, une petite plaque métallique sous l'insecte, et puis avec une main, on glissait dans la chaussure et un aimant, on faisait bouger la mouche ou la guêpe, je ne sais plus, qui est censée comme ça bouger sur la chaussure, alors que c'était juste l'insecte était aimanté, quoi. Des petits trucs comme ça qu'il fallait trouver. Et même à un moment, on avait des problèmes pour voir la sortie de Piccoli de la voiture, d'être expulsé de la voiture, on ne savait pas. Ça se passait vite, on ne savait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un ralenti pour voir bien. Et qu'on avait reconstitué après, le moment où il sort de la voiture. Parce que quand ça s'est passé, avec le cascadeur et tout, ça ne se voyait pas suffisamment. Ça, je sais qu'on l'a refait après. Donc, tout l'accident a été tourné avec des longues focales. Et je pense qu'il a pris goût à la longue focale à ce moment-là, en réalité. Je pense qu'il a aimé les images de longue focale qu'on voyait au rush de l'accident, et qu'il a conservé la longue focale. Donc il a commencé à conserver la longue focale en permanence sur l'accident, même lorsque les comédiens descendaient, et qu'il y avait les témoignages des uns et des autres, aussi parce qu'il y avait plein de caméras, et parce que c'était brusquement beaucoup plus simple à filmer, et plus efficace, et qu'il a filé là-dedans, quoi. Il a découvert, en fait, on pourrait dire, je pense, la longue focale et les avantages de la longue focale grâce à cet accident. Alors voilà, ça c'était l'exemple, ça on en a retrouvé. Ces plans-là, il y en a eu plein dans les films de Claude, vous voyez. Claude trouvait que cette longue focale, enfin, laissait une grande liberté aux acteurs, parce qu'ils n'avaient pas la caméra sur eux, et qu'en plus, c'était assez beau, parce que le fond était flou, ça donnait... C'est vrai, une très belle image. Mais Boffier était ravi d'essayer ça, d'une façon normale, dans un film. Mais on ne savait pas trop si ce genre d'image, d'objectif, allait se marier avec le reste, avec les autres, l'image classique. Donc, je me rappelle qu'ils ont utilisé le 400, par exemple, sur des groupes de gens au moment de l'accident, des choses comme ça, mais ils ont doublé avec une image, avec un objectif classique, en se disant, si jamais le 400 a l'air trop, pas assez défini, pas assez, enfin, vous voyez, différent comme texture, on prendra l'autre image. Et puis finalement, on s'est aperçu que ça se mariait très bien, que c'était très beau. Il a été d'ailleurs probablement un des premiers, sinon le premier, à avoir ce goût de l'ambiance vraie, de l'ambiance populaire, de l'ambiance de la rue. La plupart, pourquoi longue focale? Parce que très souvent, au lieu de filmer une scène comme nous sommes en train de parler là, avec une caméra qui serait comme la vôtre, eh bien, il mettait sa caméra sur le trottoir, à l'extérieur du café, avec une vitrine sur laquelle il y avait la buée, avec des gens qui passaient pour attendre leur autobus, et que la scène importante était derrière la vitrine, dans le fond du café. Et donc, tout d'un coup, ça donnait un aspect de vie avec des gens qui fumaient comme par hasard, plutôt que de filmer juste les deux protagonistes de façon plus théâtrale, enfin plus. Et les longues focales lui servait beaucoup à ça. Il ne disait jamais à un acteur de se lever à tel endroit, ou de s'asseoir à telle phrase, ou de se diriger vers telle... Non. Les acteurs étaient libres de faire ce qu'ils voulaient,
en répétition, et ensemble, ils cherchaient ensemble la vérité, on pourrait dire, de la situation. Une fois qu'ils l'avaient trouvé, une fois qu'ils avaient trouvé les déplacements avec les comédiens qui représentaient l'émotion et la réalité de cette situation, alors seulement là, ils se posaient la question de savoir comment il allait filmer la scène. Mais c'était pas l'inverse. On ne partirait jamais. Les comédiens, pour eux, c'était du bonheur parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça, à cette recherche commune, je dirais, et puis cette liberté aussi, cette liberté de pouvoir proposer des choses, de ne pas être lié à la technique. Ça, c'était très moderne par rapport à l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'indication précise sur psychologique, il faut faire ça comme ça, d'explication, ni de texte, ni de psychologie, aucune. Ça se passait d'une façon animale. C'était souvent par un regard, par un borborigme. Ouais, parfait, ouais. Mais par contre, il pouvait faire preuve d'une certaine maladresse, je pourrais dire, avec certains acteurs de petits rôles, impressionnés, mal à l'aise, et plutôt que de les rassurer, ils arrivaient de les injurier, quoi. Ce qui fait que le mec était encore plus tétanisé qu'avant, qu'au démarrage de la scène. Il avait des qui ne pouvaient plus rien dire, alors qu'il aurait fallu juste les calmer, mais c'était au-dessus de ses forces, quoi. Il dit, mais ce con, mais merde, il fait chier. C'était des trucs. L'autre en face, évidemment, qui était déjà déstabilisé, ça n'aidait pas, quoi. Bobby Lapointe n'était pas comédien, c'est la première fois qu'il tournait. Alors, Claude Sautet ne le trouvait pas forcément très juste, c'était pas son métier, il n'était pas comédien. Alors, à un moment, il dit, mais et alors, j'arrive au carrefour, et nom de Dieu, je cale. Mais comment tu cales? Et je cale, ça t'arrive jamais, toi? Et non, Sautet, elle lui a fait reprendre cette chose, je l'ai encore cette réplique il a répété ça 40 ou 50 fois, parce qu'il trouvait qu'il disait, avec son accent de Pesnas, Bobby Lapointe disait, nom de Dieu, je cale, ça t'arrive jamais, toi, de caler? Mais j'ai calé, ça t'arrive jamais? Ouais, j'ai calé. Quand j'entends cette phrase, je me rappelle les heures qu'on a mis à tourner cette séquence, et ce pauvre Bobby Lapointe, qui était avec sa gueule, avec sa personnalité magnifique, il n'était pas acteur, il faisait ce qu'il pouvait, il disait le texte qu'il avait appris. Merde, j'y peux rien caler. Et son texte... Il était très très difficile pour les acteurs. Il tournait avec un grand acteur dont je tairai le nom, et à un moment il disait, mais je sais pas, c'est normal, on a l'impression, c'est théâtral, on a l'impression d'être à l'Odéon en 1935. C'est un magnifique comédien qui a évidemment une très belle diction, une très belle voix, et il trouvait que ça faisait théâtral, que ça faisait pas normal, ça faisait pas vivant, c'était pas comme dans la vie. Et certains acteurs, effectivement, on sent qu'ils jouent la comédie, et ça, ils détestaient ça. Le problème, c'est que quand, quelquefois, il se laissait aller de donner l'indication aux acteurs de la façon dont il faudrait le dire. Et alors, son indication verbale était très mauvaise. Il avait une oreille de musicien remarquable, et quand il disait, tu vois, dis-le-moi normal, comme ça, et quand il se laissait aller à dire la réplique de l'acteur, Michel me disait, là, il faut surtout pas faire parce que c'est pas. Non, il faut surtout pas faire comme il le dit parce que c'est pas. Par contre, il avait une oreille absolue au niveau. Ce qui fait que tant qu'il n'avait pas entendu exactement la réplique comme il pensait qu'elle devait être juste, simplement juste, il disait c'est du théâtre, ça va pas, c'est pas normal, il faut faire ça normal. Et tout ce qu'il disait n'était pas normal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il pouvait être blessant. Oui. Et du coup, psychologiquement, combien de fois il faisait passer son angoisse sur les acteurs? Très inquiet. Il fallait tout le temps, à la fois, mais il ne donnait pas l'impression forcément aux gens d'être inquiets. Mais moi, je sais qu'il était inquiet, souvent, disant qu'il ne serait peut-être pas capable, que ça ne serait pas aussi bien qu'il imaginait. Il était comme ça, lui. Moi, je l'ai connu tout petit, hein. Peut-être à une époque où, je sais pas, des metteurs en scène brillants, je ne citerai pas de nom, devaient l'éblouir. Il se disait, moi je ne peux pas, je suis trop besogneux, je suis trop... Et que effectivement, tout ce qu'il faisait était minutieusement préparé de peur de se tromper. Claude Sautet, est un metteur en scène qui n'a pas de facilité. Je l'ai remarqué parce que moi j'ai été assistant d'énormément de réalisateurs avant de passer à la réalisation, donc j'ai pu constater
un certain nombre de choses. Et Claude était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à la fois pour choisir ses décors. C'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Comme à l'époque, c'était les assistants qui faisaient les repérages, ça faisait partie, je dirais, des challenges qu'on avait sur le film, sur les films que j'ai pu faire avec Sautet. Très grosse difficulté pour s'adapter à un décor s'il n'était pas exactement celui qu'il avait prévu. Donc il fallait essayer de trouver à chaque fois exactement le décor tel qu'il était imaginé, ce qui n'était pas toujours facile, évidemment. Et puis également, sur ses choix de position de caméra, c'était aussi très compliqué, très hésitant, mais en même temps très très concentré. Mais voilà, quelqu'un qui n'avait pas... Et comme il n'avait pas beaucoup de facilité en fait à ce niveau-là, ça amenait chez lui une sorte d'angoisse, de tension permanente, quoi. Regardez son visage, écoutez sa voix, écoutez son rythme. C'est un homme qui suait l'angoisse et le perfectionnisme. Donc tout était, d'après ce que je viens de vous dire, tout était pour lui d'une importance extrême, fût-ce le moindre détail. Il arrivait d'ailleurs qu'à un certain moment, il demande à faire une tâche à effectuer une tâche qui appartenait au dernier assistant, au dernier machiniste. Pour le détendre, il dit « passe-moi, je vais faire la sueur ». Et il prenait une bombe d'eau d'évian pour faire quelques gouttelettes de sueur sur le visage d'un acteur, parce que ça me détend de... Peur de la distraction, oui, peut-être. Peur, oui, du manque de concentration, je dirais, plus que de la distraction. C'est ça qui pourrait vraiment lui donner une particularité, c'est une concentration permanente. Permanente. Mais pourtant, bon, une fois que c'était terminé, il n'était pas contre, je veux dire, le fait de effectivement se détendre quand même pendant les repas, ou par exemple, quoi. Mais concentration, ouais. Ça c'est sûr, ouais. Ça, c'est sûr. Il était doué d'une chose exceptionnelle, c'est un sens du travail, de l'exigence et de la minutie exceptionnelle. Et ça a donné ça. Et je crois que les gens qui sont exceptionnellement doués pour quelque chose et qui pensent que leurs dons vont suffire sans travail derrière, risquent de tourner court. Je vois ça avec de tas de jeunes comédiens qui pensent qu'être doué au départ, mais finalement, il faut effectivement avoir des dons, mais il faut aussi, pour les faire fructifier et qu'ils ne se dessèchent pas, il faut beaucoup de travail. Alors, il avait le don du travail, le goût du travail, de façon forcenée. Grande humanité, quoi. Grande émotion. Quelqu'un de très émouvant. Très émouvant. Parce que quelqu'un qu'on voit souffrir, on voit souffrir intérieurement, c'est très émouvant. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui n'a pas de difficulté, qui se bat contre lui-même pour arriver et qui quand on pète les plombs à toutes les heures, c'est émouvant. Ouais. C'est quand même... Il doit y avoir une tension énorme sur le tournage. Je veux dire, en termes médicaux. À la fois très émouvant et puis très voilà, leçon, quoi. Leçon permanente. C'est un exemple quand même. Hein. Sur le sérieux, sur la concentration, sur son engagement, quoi. Et sur... moi, j'aimais beaucoup, enfin, je veux dire, ce côté artisan, quoi. J'ai beaucoup aimé chez lui. C'était, voilà, pour moi, c'était un artisan et je pense qu'il aurait beaucoup aimé. Il aimait bien ce nom, quoi, parce que c'est pas quelqu'un qui se prenait au sérieux ou qui était attiré par l'aveuglante lumière des médias et du vedettariat. Non. Il voulait juste être sincère. Je lui ai joué ça et il m'a dit ça m'intéresse beaucoup. Mais là, je vois que vous descendez. Et il m'a dit ce qui serait bien, c'est qu'elle remonte. Donc j'ai remonté. Donc en remontant, je relançais la suite. Et après, je lui ai dit ce qui serait beau, peut-être, c'est d'avoir un piano avec des cordes, écrit un peu à la Ravel, c'est-à-dire très divisé. Divisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accord, par exemple, comme ça, bah, l'accord était comme ça. C'est le même accord, mais
complètement splitté derrière et qui bouge avec la mélodie. Et ça donne donc comme des vagues. Claude m'a appris une chose que je ressentais, c'était qu'une musique de cinéma, c'était avant tout un scénario, c'était une histoire parallèle. Et Claude m'a appris ça de manière très forte, c'est-à-dire qu'un thème se retrouve là, doit avoir une rémanence un petit peu plus tard, doit s'entrecouper avec un autre thème, mais qui aura lui-même une rémanence un peu plus tard, etc., etc., etc. Voler la lettre pour ne pas vivre seul. Dans certains films américains, on change, dans certains films tout court, on change de musique parce qu'on va changer de plan, on va changer de personnage, on va changer d'ambiance. Là, non, c'était beaucoup plus fort et beaucoup plus malin. C'était que même à l'intérieur d'une même scène, avec les mêmes plans, on pouvait très bien changer la structure de la musique, sa dramaturgie, et la rendre complètement différente à l'intérieur d'un plan séquence même. Cette phrase de Vivaldi se transforme curieusement presque avec des trombones et autres instruments assez pompeux, on va dire, en une espèce de marche sur la mort. Dès sa sortie, le film a été... Il y a eu un bouche à oreille, les gens sont allés voir les choses de la vie, alors tout d'un coup, cet accident, ça a été, je crois, très vite un énorme succès. Ça a été un redébut pour Claude et des vrais débuts cinématographiques pour notre quatuor, Claude, votre serviteur comme auteur, et Romy et Michel. Voilà. C'est pour ça qu'après, on a eu pas mal de mal à se défaire les uns des autres. Dans un décor, je me souviens très bien, c'était le décor de l'appartement où ils habitaient tous les deux, Pierre et Hélène, c'est-à-dire Michel Piccoli et Romy Schneider. En attendant, pendant les interminables moments où on règle les lumières et les décors, Michel était allongé sur un lit, puis il était dans leur appartement, en train de lire un livre, et Romy s'est approché de lui. « Qu'est-ce que tu lis ?» Et il a dit « Je lis un roman, parce que Claude a l'intention de le tourner l'année prochaine. » « Ah bon, comment ça s'appelle ?»« Max et les ferrailleurs. »« Ah bon, mais il n'y a pas un rôle pour moi là-dedans ?» De la chance. Échappée belle. Pas de ma faute. Le stop. Les fous.